Bonjour à toutes et à tous, nous allons corriger le devoir en autonomie de Large Hadron Collider. Alors, donc un document préliminaire, auxiliaire, donc vitesse et énergie dans le LHC. Les protons pénètrent dans le LHC avec une vitesse V0 égale à 0,999,997,828 fois la célérité de la lumière dans le vide, notez C. Ils ont alors une énergie cinétique de 450 GeV. 450 GeV, on retient ici. Au maximum, les protons pourront atteindre la vitesse V1 égale à 0,9999, enfin bon, fois C. Voilà. Leur énergie cinétique sera multipliée par 15. En permanence, ils circulent simultanément 2808 paquets contenant chacun 110 milliards de protons, générant jusqu'à 600 millions de collisions par seconde. Voilà le petit document. Alors, première question, première partie, apport de la mécanique relativiste. Rappelez la définition de l'énergie cinétique dans le cadre de la mécanique de Newton. Tout le monde la connaît, hein. C'est EC égale 1 demi de mv2. En utilisant la définition de l'énergie cinétique rappelée précédemment, calculer la vitesse V, la vitesse acquise V par un proton lorsqu'il pénètre dans le LHC. Commentez la valeur obtenue pour V conclure. Alors, donc, on va essayer de calculer la vitesse à partir de l'énergie cinétique en mécanique, expression de la mécanique de Newton. Alors, voilà, EC égale 1,5 de mv2, on en déduit V égale racine de EC sur M, c'est pas trop dur. Et on va essayer de calculer ça. Alors, on sait que EC égale 450 GeV. Alors pour cela, à l'intérieur de la racine, il va falloir mettre des unités internationales, le joule pour l'énergie cinétique et le kilogramme pour la masse du proton. Donc on convertit le GeV en joules. Donc vous voyez, donc 450 GeV, on trouve que c'est 7,20 10 puissance moins 8 joules. Alors comment? Le GeV, on convertit en électronvolts, 450 fois 10 puissance 9, puis électronvolts. Et l'électronvolt en joules, on sait qu'un électronvolt égale 1,60 10 puissance moins 19 joules, donc on multiplie le 450 10 puissance 9 par 1,60 10 moins 19. Et on va trouver 7,20 10 moins 8 joules. Donc en remplaçant EC par sa valeur en joules et petit m la masse du proton par sa valeur en kilogrammes, vous le voyez là, eh bien on va trouver 3,46 10 puissance 9 mètres secondes moins 1. Alors on demande de faire un commentaire. Alors si on regarde bien la valeur obtenue, vous voyez que la célérité de la lumière dans le vide, c'est 3,0, grosso modo, 10 puissance 8 mètres par seconde. Nous voyons donc ici que la vitesse V est de l'ordre de 10 fois la vitesse de la lumière dans le vide. Cela est contraire au postulat de la relativité restreinte que vous connaissez tous. La vitesse d'un objet matériel ne peut atteindre ni même dépasser C. Donc, que conclure? Eh bien, voilà la conclusion. C'est qu'on était parti de l'énergie cinétique C égale 1,5 de mv2 en mécanique de Newton, et que ça a conduit à une absurdité. Donc, on en déduit que EC égale 1,5 de mv2 en mécanique newtonienne n'est pas valable pour des énergies trop importantes, comme c'est le cas ici pour 450 GeV. Donc, on doit trouver nécessairement une autre expression de l'énergie cinétique adaptée à la relativité restreinte. Et effectivement, dans le cas de la mécanique dite relativiste, c'est-à-dire pour des vitesses v de protons supérieures à 0,10 c, vous voyez le critère, 1 dixième de la célérité de la lumière, c'est un critère approximatif, mais tout de même pertinent, l'énergie cinétique d'un proton a pour expression EC égale gamma moins 1 MC2. C'est foncièrement différent de 1,5 de MV2.
gamma est le coefficient et le facteur de Lorentz. Alors, pourquoi les protons injectés dans le LHC doivent-ils être traités dans le cadre de la mécanique relativiste? Alors, pour ça, il faudrait voir si la vitesse des protons injectés dans le LHC est supérieure à 0,10 C. Alors, regarde un petit peu. Pour répondre à la question, voilà, il faut vérifier ça. Donc, petite réponse. D'après le document ici, là, donc les protons injectés ont une vitesse de, voilà, je l'ai recopié, 0,999, 997, 828 fois C. Or ça, évidemment, c'est largement supérieur à 0,10 C. Donc, la conclusion, donc, c'est qu'il est nécessaire de traiter les protons injectés par la mécanique relativiste. On ne peut plus utiliser la mécanique newtonienne. Alors, on n'a pas le droit d'appliquer la mécanique de Newton, on le savait déjà d'après la question 1, puisque l'énergie cinétique, l'expression d'énergie cinétique en mécanique de Newton n'est plus valable. Alors, 1,4, si la vitesse v d'un proton tend vers la célérité c de la lumière dans le vide, vers quelle limite tend son énergie cinétique justifiée? Un peu de maths. Voilà. Alors, le rappel, c'est que EC égale gamma moins 1 MC2, avec gamma égale 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Donc, on va faire tendre V vers C. Et V vers C, voir vers quoi tend EC. Alors, pour trouver la limite de EC, il faut trouver la limite lorsque V tend vers C de gamma d'abord égale 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2, puisque gamma intervient dans l'expression de EC. Alors, on sait que V tend vers C, donc limite lorsque V tend vers C de V sur C est égal à 1, c'est évident. On en déduit évidemment que la limite de V sur C, la limite de V2 sur C2 carré donc de V sur C tend vers 1 et est égal à 1 également. Donc, la limite lorsque V tend vers C2, 1 moins V2 sur C2, vous voyez, 1 moins V2 sur C2 au dénominateur sous le radical, l'expression de gamma, est égale à 0. C'est normal, hein. Donc, la limite lorsque V tend vers C2, racine de 1 moins V2 sur C2 est également égale à 0. Mais comme racine de moins V2 sur C2 est au dénominateur de gamma, ça veut dire que la limite lorsque V tend vers C de gamma égale 1 sur racine de moins V2 sur C2 égale plus l'infini. Conclusion? Eh bien, puisque EC égale gamma moins 1 MC2, et si gamma tend vers l'infini comme gamma tend vers l'infini lorsque V tend vers C, eh bien également EC tend vers plus l'infini. Voilà, un peu de maths. Vérifiez que l'énergie EC maximale d'un proton a été multipliée dans les proportions indiquées dans le guide du LHC, c'est-à-dire dans le document qui était donné. Alors on le relit un petit peu. Ici, les protons pénètrent dans le LHC avec une vitesse V0, etc. Au maximum, les protons pourront atteindre la vitesse V1 égale 0,999, 999, 991 fois C, oui, c'est extrêmement proche de C. Leur énergie cinétique sera environ multipliée par 15. Voilà, donc c'est ça, il faut vérifier que l'énergie cinétique maximale des protons est environ 15 fois plus grande que 450 GeV. On regarde un petit peu la réponse. On doit vérifier que l'énergie cinétique maximale pour un proton doit être 15 fois plus importante que l'énergie cinétique à l'entrée du LHC, qui vaut 450 GeV. Alors, donc, il faut faire des calculs. Pour cela, il faudrait calculer le rapport R égale, par exemple, une méthode EC max sur EC à l'entrée,
avec EC entrée égale 450 GeV et constater que ce rapport est de l'ordre de 15. Donc, l'idée est de calculer EC max égale gamma max moins 1 fois MC2 pour V égale V1 égale voilà, la valeur qui est donnée dans le document. On va le faire, faire le calcul, hein. C'est un peu calculatoire. On calcule d'abord, on va essayer de calculer d'abord gamma max égale 1 sur racine de 1 moins V1 carré sur C avec la valeur de V1. Alors, évidemment, si on, V1 sur C, c'est donc égal à 0,999 que l'on met au dénominateur, que l'on remplace V2 sur C2 par 0,999 au carré. Et on trouve, ben voilà, on trouve une valeur importante pour gamma max, hein, d'accord, de l'ordre de 7500. Voilà. Alors, à ce moment-là, ben, on va essayer de calculer l'énergie cinétique maximale. Donc, on remplace gamma par la valeur obtenue, moins 1 fois la masse, puisqu'on écrit hein, gamma moins 1 MC2, M c'est 1,672, etc., 10-27, en kilogrammes multiplié par, et on recopie la valeur exacte de la célérité de la lumière dans le vide. Voilà. Et voilà, donc, et on trouve 1,12, environ 10,6 joules. Bon. Maintenant, ben, il faut essayer de convertir EC max en électronvolts, puis en GeV, parce qu'il va bien falloir comparer EC max à EC entrée en GeV. Donc on va, ou bien on aurait pu bien sûr convertir des GeV en joules, hein, comme on veut. Hein. Bon, là j'ai choisi de tout convertir en GeV. Bon, alors EC max en électronvolts puis en GeV, donc vous voyez qu'ici on est obligé de diviser par 1,6 fois 19 pour trouver la valeur de C max en électronvolts. La voici. Et en divisant par 10 puissance 9, ici, eh bien, puisque un électronvolt égale 10 moins 9 GeV, on va trouver 7,00 10 puissance 3 gigaélectronvolts. Alors, on en déduit, on calcule alors le rapport. Vous voyez, 7,00 10 puissance 3 sur 450 égale 15,6. Eh bien, on est d'accord avec l'énoncé, hein, puisque C max est bien de l'ordre de 15 fois la, valeur de EC entrée. Bon. Alors, 1,6, l'énergie totale d'un proton, E total est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie de masse, voire donnée. Donnez alors l'expression littérale de l'énergie totale d'un proton. Voilà, l'expression littérale. Voici E total égale, par définition, l'énergie cinétique plus l'énergie de masse. Et l'énergie de masse, c'est égal à MC2. Vous voyez ici, MC2. Le tout, donc gamma moins 1 MC2 plus gamma MC2 plus MC2, eh bien c'est égal tout simplement à gamma MC2, puisque moins MC2 plus MC2, ça part. Donc, autrement dit, on veut montrer que, finalement, que EC, E total, est égal à EC. Hein, voilà. On veut vérifier numériquement que l'énergie totale d'un proton est pratiquement égale à son énergie cinétique. Alors, petit raisonnement. Première solution, premier raisonnement, purement numérique. On se place, par exemple, dans le cas EC égale EC max, et on va calculer EC, E total, d'accord, avec l'expression qui est donnée en haut. Et on va comparer à EC max. Voilà. Donc, on y va. Voilà, EC max, on l'avait trouvé tout à l'heure. Et puis, maintenant, on va calculer E max, E total. Calculer E total. Donc, voilà. E total max. E total max égale. Alors, c'est EC max, c'est-à-dire que je reprends la valeur que j'avais donnée ici, plus, qu'on avait trouvé ici, plus, je rajoute 1,72 fois, je rajoute MC2.
Et où est-ce que je trouve 1,203,41 10-6. Alors si on compare les deux, vous voyez, c'est-à-dire E total max et EC max, eh bien, vous voyez que c'est presque pareil, c'est les deux dernières, ça diffère par les deux dernières décimales. On peut donc conclure que E total max, on va faire un calcul d'écart relatif entre la valeur E total max et EC max. C'était pas trop demandé, je l'ai fait. Donc c'est E total max moins EC max sur EC max, et on va trouver que c'est environ 2,10-3%. Donc c'est un écart relatif extrêmement minime, ce qui justifie qu'on puisse assimiler E total max à EC max. Alors, une deuxième solution possible, c'est se dire, faire le raisonnement suivant. Donc E total max égale EC max plus E mass. Il suffit de montrer, pour que E total max soit égal à EC max, il suffit de montrer que l'énergie de masse, ce terme-là qui est supplémentaire, est négligeable devant EC max. Donc on peut s'amuser à calculer le rapport énergie de masse du proton divisé par l'énergie cinétique maximale, pour voir si c'est effectivement négligeable devant 1. Donc on fait le calcul. E max sur EC max, c'est MC2 sur gamma max moins 1 fois MC2. MC2 s'élimine et il reste 1 sur gamma max moins 1. Or, gamma max, on l'avait trouvé précédemment, donc je remplace gamma max par sa valeur et je calcule gamma max moins 1, voici, et j'obtiens 1,3 10.4. Vous voyez donc que le rapport entre l'énergie de masse, proton, et son énergie cinétique maximale est extrêmement petit, négligeable devant 1. Il est donc justifié d'assimiler EC total max, à EC max. Deuxièmement, quelle durée de vie au LHC? Alors, une des particules émises lors des collisions entre les protons et le méson B, et le méson B. Sa durée de vie propre est delta T0 égale 1,5 10 puissance moins 12. Vous voyez, c'est pas très long. Un détecteur, le vélo, Vertex Locator, repère les mésons B produits. Dans quel référentiel la durée de vie propre est-elle définie? On précisera les événements mis en jeu pour mesurer la durée de vie propre et on les localisera dans le référentiel précisé. Alors, petit élément de réponse. La durée de vie propre. Alors, je fais apparaître une petite image pour pouvoir commenter ça. Attendez, excusez-moi, ça a disparu. Voilà, je vais faire réapparaître. Voilà. Même on est un peu embêté. Là, voilà. Alors, la durée de vie propre du méson B est définie dans un référentiel galiléen, dont le repère d'espace a comme origine O. Alors voilà ce qu'on peut prendre comme repère où on mesure la durée de vie propre, c'est-à-dire que le méson, il est quelque part, par la pensée, on attache au méson, lorsqu'il est vivant, lorsqu'il n'est pas, il est encore là, on attache un référentiel qui est constitué de 3 axes rigidement liés, qui gardent toujours la même direction, et le méson B se trouve au centre du repère, d'accord, qui constitue ce référentiel. Alors, donc, dans le repère d'espace d'origine O, le méson B, tant qu'il existe, se trouve au repos dans le référentiel que j'ai choisi. Alors, les deux événements, alors je vais faire apparaître de nouveau la petite image. Les deux événements mis en jeu, quels vont-ils être? Ça va être la naissance du méson B au point O, et ici, point O, il prend naissance. Et la disparition du méson B en ce même point O. Le référentiel décrit est bien un référentiel propre, car la naissance et la disparition du méson B, ces deux événements, ont lieu au même point O. Alors on se place maintenant, alors ça c'était le référentiel propre, on se place maintenant
dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Le détecteur vélo mesure une distance moyenne de parcours d égale 1,0 cm avant sa disparition. On fait l'hypothèse que le maison se déplace à une vitesse pratiquement égale à c. Calculer la valeur de la durée de vie delta t dans le référentiel du laboratoire. C'est-à-dire c'est une durée mesurée maintenant. Parce que la naissance pour un observateur du référentiel du laboratoire, c'est comme l'histoire de l'horloge de lumière, eh bien, cet observateur, s'il peut voir la naissance du maison, il la verra en un certain point d'espace. Le maison aura avancé entre-temps, avant de mourir, et il verra la mort du maison pas au même endroit. Donc, le référentiel du laboratoire constitue bien un référentiel de mesure. Alors, essayons de répondre à la question de calculer la durée de vie. Alors là, c'est facile. La durée de vie delta t est la durée qui s'écoule entre la naissance et la disparition du maison. Elle est mesurée dans le référentiel terrestre ou référentiel du laboratoire, qui est un référentiel de mesure. Voilà, et c'est donc facile, puisque delta t représente la durée que met le maison B pour parcourir la distance D à une vitesse V voisine de C. Et ça, c'est vu du laboratoire, depuis le référentiel terrestre. Donc, évidemment, d'après la définition de la célérité de la lumière dans le vide, d'après la définition de la vitesse, c'est delta t à peu près égal à d sur c. Alors, c, c'est pas la célérité de la lumière dans le vide, c'est approximativement la valeur de la vitesse du maison B. C'est une particule matérielle que l'on regarde et qui parcourt une distance d, et delta t, c'était environ d sur c, c'est-à-dire d sur vitesse du maison B. Alors, on a supposé que le maison B se balade à une vitesse pratiquement égale à c, donc 1,010-2 sur 3,0 10 puissance moins 8, 10 puissance 8, égale 3,3 10 moins 11 secondes. C'est-à-dire que le temps mesuré, la durée mesurée de vie, la durée de vie mesurée dans le référentiel du laboratoire est de 33 picosecondes. Et c'est pas grand-chose. Montrez alors, à l'aide d'un calcul, que l'hypothèse faite à la question 2.2 est justifiée. On fait l'hypothèse, donc je rappelle cette hypothèse, il faut montrer qu'elle est justifiée, que le maison B se déplace à une vitesse pratiquement égale à c. Donc, évidemment, on va être amené à calculer la vitesse du maison. D'accord? Alors, regardons un petit élément de réponse. L'hypothèse à vérifier est donc que la vitesse du maison est pratiquement égale à c. C'est-à-dire qu'il faut évidemment calculer V. Dans quelle formule V intervient-elle? Évidemment, elle intervient dans le facteur de Lorentz, gamma égale 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Alors, on trouve V dans l'expression de gamma. Il faut donc calculer d'abord gamma, puis en déduire V. Alors, comment va-t-on calculer gamma? Un petit clin d'œil, on rappelle ce qui est donné dans le texte, dans la fin du exercice. La durée de vie delta t d'une particule animée d'une vitesse v, mesurée dans le référentiel du laboratoire, est liée à sa durée de vie propre delta t0 par la relation delta t égale gamma delta t0. C'est la fameuse relation entre la durée mesurée et la durée propre. Donc on va utiliser cette relation, bah oui, pour calculer gamma, bien sûr, puisqu'on connaît delta t et delta t0. Pour calcul de gamma, gamma égale delta t divisé par delta t0. Delta t, on l'avait calculé précédemment, 3,3 10 11 secondes, et delta t0, il est donné dans le texte, d'accord, c'est-à-dire 1,5 10 12. Et on trouve gamma de l'ordre de 22. Alors maintenant, il va falloir calculer V. Un petit calcul à faire. Donc, calcul de V, on part de gamma égale 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Et de là, c'est une équation qui va nous permettre de calculer V ici, vous voyez. Donc, on a racine de 1 moins V2 sur C2 et donc égal à 1 sur gamma.
Donc en élevant au carré cette relation-là, on va avoir 1 moins V2 sur C2 égale 1 sur gamma 2. D'où l'on tire V2 sur C2 égale 1 moins 1 sur gamma 2. D'où V sur C égale la racine de 1 moins 1 sur gamma 2, ce qui implique que V égale racine de 1 moins 1 sur gamma 2 fois la célérité de la lumière dans le vent. Si on fait le calcul, on trouve que c'est égal à 0,999 fois C. La conclusion, eh bien, c'est que V est bien pratiquement égal à C et que l'on a vérifié l'hypothèse faite à la question de 2. Je vous remercie.